Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Golin, je vais animer la conférence qui va démarrer. On s'installe avec les intervenants, que je remercie à nouveau de leur présence, et on démarre. Merci, merci de votre venue, et bienvenue au CITEM. Alors, il n'y a pas de plan de salle, hein, je vous laisse vous installer, tous les quatre, mais on va peut-être alterner hommes-femmes. On a veillé à la parité, hein, vous avez pu remarquer. Peut-être là, il y a juste là. Qui arrive à côté, ouais, voilà. Voilà. Et puis... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Golin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région. On va dire que l'Institut Paris Région, c'est un organisme public, parapublic, qui est un mix entre une agence d'urbanisme et un bureau d'études publiques. Il y a environ plus de 200 à 240 personnes qui travaillent à l'Institut sur différents champs, qui ont trait finalement au développement des villes et des territoires. Et on est en partenariat depuis de nombreuses années avec le CITEM pour chaque année faire une conférence sur le lien entre la culture et les territoires. Et donc cette année, on a pris évidemment, comme on approche des JO, on a sélectionné le lien entre les Jeux Olympiques de Paris 2024 et puis les lieux de culture, les territoires de culture, que ce soit en Île-de-France évidemment et ailleurs. Dans la salle, vous avez une partie de l'équipe qui travaille sur les industries culturelles et créatives. Odile Soulard qui est au premier rang, n'hésitez pas à aller la voir, et Karine Camors qui vient d'arriver. Voilà, bonjour Karine, welcome on board. Voilà, donc deux collègues qui travaillent justement sur les industries culturelles et créatives et qui font partie d'un réseau WCCF qu'on a déjà eu l'occasion de présenter lors des précédentes conférences du CITEM. Voilà, alors je ne suis pas seul, vous l'avez pu le constater. Nous avons... Alors, est-ce que là marche? C'est censé marcher. Alors, en régie, j'appuie sur le bouton, mais il ne se passe rien. Il faut que je l'allume peut-être. Ah, c'est bon, merci. Donc, quatre intervenants, je les ai mis par ordre alphabétique, vont intervenir ce matin. Tout d'abord, Pierre-Yves Béranguet. Pierre-Yves, vous êtes membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils se représenteront toutes et tous tout à l'heure. Paris 2024 et responsable des opérations culturelles. Ensuite, vous avez Laurence Castagny. Voilà. Laurence Castagny, Musée national de la Marine, et vous êtes en chef du département médiation et programmation culturelle. À votre droite, donc à votre gauche dans la salle, Régis Coco, de l'Office du tourisme Pleine Commune, Grand Paris. Pleine Commune, c'est une intercommunalité, un EPT dans le vocabulaire local, on va dire, directeur général de l'Office de tourisme. Et puis, last but not least, ou international speaker, Laïa Gash, de la mairie de Londres, Senior Advisor, Culture and Creative Industries. Welcome. Bienvenue à tous les quatre. Alors, moi, je vais juste dire deux mots pourquoi, en fait, finalement, on a choisi cette conférence. On s'est dit avec les organisateurs du CITEM que 2 ans des JO, c'était quand même le moment d'organiser cette conférence dans le salon du CITEM que vous connaissez, que vous allez découvrir pour celles et ceux qui sont venus pour la conférence, qui est un des grands rendez-vous incontournables sur les musées, la culture et les territoires. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est finalement quand on a un événement international, plutôt sur le sport, qu'il soit olympique et paralympique, quelles conséquences ça peut avoir évidemment et quels liens on peut intensifier avec la culture, les lieux de culture, les événements culturels, etc. Ça, c'est la problématique, d'une certaine manière, qu'on a voulu traiter et c'est sur cette problématique qu'on a interpellé nos collègues. Alors, il nous manque un cinquième intervenant, c'est le Musée national du sport, qui est à Nice, et que je remercie, qui ne pouvait pas malheureusement être parmi nous, mais du coup, on a quand même un petit peu échangé, et ils m'ont passé 3 questions que je renvoie un peu à nos intervenants, s'ils peuvent évidemment, je dirais, mixer ce qu'ils prévoyaient de dire avec ces questions-là. Alors eux, leur question, c'est comment on peut saisir cette occasion des JO pour muscler les dispositifs de médiation et d'accompagnement à distance. Comment en profiter pour porter plus haut le sujet de la patrimonialisation du sport. Je vous rappelle, hein, c'est le Musée national du sport, donc évidemment, il a ça en tête, qui est en manque de visibilité et peut faire l'objet d'une concertation entre opérateurs d'État. Et puis enfin, et ça c'est aussi une question intéressante, comment on peut dépasser finalement le risque de concurrence le risque de concurrence qui pourrait être de dire chacun se disant il y a les JO et je vais essayer de tirer à moi. Et leur proposition, c'est de dire comment on dépasse la concurrence pour finalement, entre acteurs culturels, travailler ensemble à des opérations communes visant à donner de la visibilité, de l'attractivité aux lieux culturels
et aux industries créatives et culturelles. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais tout de suite céder la parole à Laïa pour qu'elle puisse nous présenter ce qui s'est passé à Londres, puisque vous savez que les JO de Londres ont été unanimement reconnus comme un succès et une bonne pratique. Et donc j'ai demandé à Laïa de nous présenter environ 10 minutes. Elle m'a dit j'ai fait au mieux, ce sera peut-être 11 minutes. Alors j'ai dit OK. Les objectifs d'attractivité que vous aviez, en fait, qu'ils avaient à Londres en matière culturelle, et puis quelques opérations significatives qu'ils ont menées pour déjà nous rappeler ces moments-là quand on les a connus et aussi nous inspirer par rapport à ce qui pourrait être fait en Île-de-France et à travers la France. Laïa, the floor is yours. Merci. And I give you the stafette. Good morning. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence. Je m'appelle Laïa Gasque. Je travaillais aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et maintenant, je travaille à la mairie de Paris, de Londres. Wishful thinking. De Londres, à titre de conseiller spécial de la culture et les industries créatives. Ma grand-mère était française. J'ai eu donc la chance d'apprendre le français. Mais j'habite à Londres depuis 30 ans et j'ai peu d'occasion de pratiquer mon français. Alors, vous excuserez ma manque de fluidité. Comme vous savez, personne n'est parfait. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions et projets de notre expérience de l'Olympiade culturelle, et en particulier du festival London 2012, qui a eu lieu pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Mais avant tout, une petite confession. Je suis originaire de Barcelone. Quand ma ville a tenu les Jeux olympiques en 1992, j'étais très sceptique. Très sceptique quant à l'impact que les Jeux auraient sur ma ville. En fait, j'ai quitté la ville, presque comme un acte de sabotage. J'étais jeune, j'avais un esprit rebelle. J'ai eu tort. Les Jeux olympiques ont transformé la ville de Barcelone. Même aujourd'hui, 30 ans plus tard, Barcelone continue à profiter de la tenue des Jeux, notamment en ce qui concerne les musées et les équipements culturels. Barcelone avait déjà une réputation de ville culturelle. Mais cette attractivité a été accélérée depuis les Jeux olympiques. Le tourisme culturel à Barcelone est en croissance permanente depuis les derniers 30 ans. Seule la Covid a ralenti cette croissance. On appelle ça l'effet halo des Jeux. Bon, après ma petite confession, on avance rapidement jusqu'à 2012, Londres. Et cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas être sceptique. Je voulais faire partie de cette opportunité pour la ville de Londres. Bien sûr, il y a toujours des sceptiques. Et il y en a peut-être parmi vous. J'aimerais vous encourager à y croire. Les Jeux olympiques ont amené un souffle nouveau d'énergie à la ville de Londres, ce que peu d'autres événements peuvent faire. Je voudrais d'abord vous donner une vue d'ensemble du festival, qui est devenu le programme culturel le plus ambitieux des Jeux olympiques modernes et a réussi à attirer presque 20 millions de visiteurs. Et ensuite, je voulais partager quelques exemples des projets dans 3 catégories. 1. Des collaborations inattendues. 2. Un patrimoine emblématique réinventé. 3. L'art de l'impossible, ou comme épater le monde. Mais d'abord, un résumé de notre approche pour, d'un côté, générer la participation des citoyens et citoyennes, et de l'autre côté, mettre en valeur tous nos atouts culturels au niveau international. Notre vue
but était de montrer clairement à quel point les arts sont importants pour la perception de la Grande-Bretagne d'elle-même et pour la perception de la reste du monde, que le reste du monde a de la Grande-Bretagne. Pendant les Jeux, le regard du monde est sur le sport, comme disait Vincent, mais il est aussi sur la ville. La ville est la toile de fond des Jeux. Quelqu'un a dit, pour une ville et pour un pays, les Jeux olympiques constituent la plus grande campagne publicitaire de communication globale. Peut-être vous vous souvenez de la chanson de Freddie Mercury et Montserrat Caballé, Barcelona. C'était la chanson thème du jeu et c'est devenu la meilleure pub jamais faite pour Barcelone. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, on s'intéresse aux défis et prouesses du corps. L'homme et la femme plus vite, les meilleurs nageurs du monde, etc. Mais à l'origine des Jeux olympiques, l'art occupait une place très importante. C'est aussi ce qu'a voulu faire Pierre de Coubertin, pour qui les Jeux olympiques modernes devaient se reposer sur 3 piliers: le sport, l'art et l'éducation. Il voulait combiner les muscles et l'esprit. Le défi pour Londres, c'était d'utiliser les Jeux pour démontrer que la créativité est dans l'ADN de Londres et du Royaume-Uni. Nous avons rapidement réalisé que les Jeux étaient aussi une opportunité exceptionnelle. Nous avions la chance de rafraîchir l'image que Londres évoque autour du monde, au-delà des images de beefeaters, des cabines téléphoniques rouges, de la pluie et la file d'attente. Nous avons la chance de montrer notre patrimoine et aussi notre engagement envers l'art contemporain. Nous avions la chance d'essayer quelque chose de nouveau et de différent. Nous avions la chance d'augmenter l'auditoire local et international pour la culture. Finalement, nous avions la chance de montrer que les arts et la culture demeurent, bien après que les Jeux soient terminés. Je vous montre ici les chiffres les plus remarquables du festival. Le festival a été une explosion d'art et de créativité. Il a été la plus grande célébration de la culture tenue durant les Jeux olympiques modernes. Cet effort a avéré payant. En effet, 85% des visiteurs ont dit que le festival était un ajout positif aux Jeux. Et plus de 10 millions de personnes ont ainsi été inspirées à participer à futurs événements culturels. Alors, ça vaut le coup d'y travailler fort. Je vais maintenant faire un tour rapide à quelques projets emblématiques. On a établi une prémisse de base avec la plupart des musées et des équipements culturels qui ont fait partie du festival. On leur a dit, c'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Profitez-en pleinement. On a encouragé des collaborations inattendues. Par exemple, on a présenté du théâtre au British Museum. On a fait une exposition du sport dans l'opéra. Et on a aussi transformé la ville en terrain de jeu. Ce projet ici, créé par l'acteur oscarisé Mark Rylance, et c'est ce qui se passait, des personnages shakespeariens, initialement indiscernables entre la foule, émergeaient soudainement dans des lieux culturels prisés de Londres. Dans un autre projet, la compagnie de New York, Strap Extreme Action, apparaissait soudainement à des endroits emblématiques de la ville, tels que le London Eye, la cathédrale St. Paul's ou encore le Millennium Bridge. Et il faisait des exploits d'athlétisme extrême.
ce projet s'est trouvé à la une de tous les journaux et les médias. Ça a été super impactful. Un autre exemple, c'est cette intervention au centre-ville. Des artistes de cirque, en provenance de 17 pays différents, ont créé un cirque à Piccadilly Circus. On l'appelait Piccadilly Circus. L'image, c'est du spectacle Place des Anges, des artistes français Stéphane Girard et Pierre Robidon, qui ont fait tomber 1,tonne de plumes. 1,tonne de plumes. On trouvait des plumes, après 3 jours du spectacle, on trouvait des plumes partout encore. Et comme un journaliste a écrit, c'était comme si Londres avait reçu la permission de jouer et de s'amuser. Mes 3 derniers exemples servent à vous montrer comment on a réussi à utiliser notre patrimoine de façon créative. Ici, l'artiste primé Jeremy Deller a créé une réplique gonflable grandeur nature de Stonehenge. Le public y a rebondi et sauté. Cette pièce d'art a été très, très populaire. Il y avait des queues pour y sauter. Elle a tourné à travers le pays, même après 2012. Ici, l'artiste Martin Creed a créé une œuvre où des milliers de cloches ont sonné à travers le Royaume-Uni pour marquer le début officiel des Jeux olympiques. Big Ben, les cloches des églises, les sonnettes et même les clochettes des vélos se sont joints à la performance. C'est encore aujourd'hui la plus grande œuvre d'art participative jamais réalisée avec autant de millions de participants. Et pour finir, je vous montre Catwalk, la passerelle des chapeaux. Cette image de la statue de Nelson avec un chapeau de la torche et la torche olympique a été l'image la plus utilisée par les médias internationaux, bien sûr après la finale de 100 mètres. 20 statues iconiques au centre de la ville ont été ornées avec des chapeaux créés par les meilleurs chapeliers, dont ceux qui ont créé le chapeau original de Nelson. Nous fêtions ainsi la tradition anglaise de la fabrication de chapeaux et une nouvelle façon de voir nos personnages historiques. Et en conclusion, je vous dirais, profitez de cette opportunité au maximum. Laissez votre imagination mener les projets. C'est une occasion unique de réaliser l'impossible, de redéfinir le rapport des citoyens à la ville et de dynamiser l'image de la ville et du pays autour du monde. Comme disait Albert Einstein, la logique vous mènera de A à B, mais l'imagination vous mènera partout. J'ai raté les Jeux à Barcelone, j'ai travaillé aux Jeux de Londres et j'ai très hâte de voir les Jeux à Paris. Merci beaucoup. Thank you, Laïa. You could stay on stage. Alors, 3 questions peut-être, enfin des questions à nos 3 intervenants. Voilà, on a une présentation inspirante de Laïa. Peut-être que chacun d'entre vous, en quelques minutes, peuvent nous partager avec nous une impression ou deux en termes d'enseignement. Qu'est-ce que vous tirez, chacun d'entre vous, des enseignements de ce que nous a présenté Laïa? Alors oui, il y a un micro devant. Et on commence par Pierre Thierry. Ça marche? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette belle présentation. Bien sûr, les Jeux de Londres sont un exemple en termes d'innovation, d'imaginaire, de travail sur l'imaginaire collectif.
J'ai rencontré d'ailleurs la directrice artistique Ruth Mackenzie il y a 2 ans déjà. On a beaucoup réfléchi ensemble. Et avec Dominique Hervieux qui est à la direction de la culture de Paris 2024 aujourd'hui, on travaille bien sûr à faire en sorte que la France, qui est plutôt connue pour une terre de patrimoine, soit aujourd'hui totalement identifiée comme terre de création, terre d'innovation. Et pour ce faire, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème culturel national pour faire en sorte qu'ils réfléchissent dès à présent à tout ce qu'ils peuvent impulser, et j'en parlerai un peu tout à l'heure, tout ce qu'ils peuvent impulser vers les Jeux olympiques, vers Paris 2024, et on réfléchit ensemble à comment créer des passerelles avec le mouvement sportif, comment rapprocher les publics sportifs et culturels pour faire de ces Jeux un moment inoubliable. Donc oui, Londres reste un très bel exemple, et bien sûr, nous allons essayer de faire encore mieux. Allez-y. Merci Thierry. Même question. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je trouve très intéressant dans la présentation de Laïa, merci beaucoup, c'est effectivement comment est-ce qu'on amène un public international qui vient principalement pour les Jeux et la fête à découvrir le patrimoine culturel, la création artistique et à participer à des manifestations culturelles collective et du coup à découvrir les différentes institutions, la ville et du coup à donner envie de revenir puisque en tant que musée c'est aussi notre sujet, c'est d'abord sensibiliser et ensuite fidéliser. Donc leur donner envie de revenir et donner une visibilité aussi sur un plan international parce que donc moi je représente le Musée national de la marine dont je vous parlerai aussi tout à l'heure et on a effectivement un véritable enjeu de visibilité et de notoriété nationale mais aussi internationale. Donc comment est-ce qu'on projette cette image? Comment est-ce qu'on profite de l'opportunité des Jeux, des valeurs qu'ils portent, de cette localisation pour projeter effectivement cette image au cœur du public, dans les médias et créer comme ça une permanence et poser une première pierre. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la façon dont vous avez fait travailler. On en parlait avec Pierre-Yves, et puis il y a un comité qui travaille déjà dessus. C'est comment est-ce qu'on fait collaborer à cette occasion des institutions qui, naturellement, ne se parlent pas ou se parlent peu. Là, c'est un peu ce qu'on trouve intéressant dans cette manifestation, c'est qu'elle joue aussi un rôle de catalyseur. Et que c'est l'opportunité de créer des surprises entre des temps d'événements sportifs ou de remise de médailles. Alors c'est pas juste pour combler les trous, mais voilà, comment est-ce qu'on participe à ce programme-là en proposant des alternatives en lien ou pas forcément avec le sport d'ailleurs. C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on était parti dans une optique très très sportive et ce qu'on voit dans les collaborations, c'est qu'on peut aussi proposer autre chose. Donc merci beaucoup. Merci Laurence. Régis, alors tout à l'heure Laïa nous disait mais finalement la ville est la toile de fond dans lequel se passent les Jeux Olympiques. Plaine Commune va être la toile de fond aussi de ces Jeux Olympiques. Quels enseignements vous tirez des propos de Laïa? Déjà bonjour à tout le monde. Déjà et puis merci, enfin on parle des Jeux Olympiques quoi. Concrètement, on est à N-2 des Jeux Olympiques et enfin, il y a une conférence avec des acteurs de renom qui ont participé aux Jeux Olympiques et on commence à avoir un peu de concret dans ces Jeux Olympiques. Ça fait 4 ans qu'on sait, même plus, qu'on sait qu'on a les Jeux Olympiques et enfin, ça y est, on rentre dans du concret. Et je crois que ce qui nous manque encore un petit peu aujourd'hui, et je pense aux habitants, aux Français, c'est de voir un peu de concret sur ces Jeux Olympiques. Ça va être une grande fête, etc. On le sait. Mais qu'est-ce que concrètement ça va apporter aux habitants? Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à ce que les événements culturels, pendant les Jeux et en amont des Jeux, qui soient proches des habitants et qui intègrent les habitants, que les habitants, du coup, puissent comprendre que les Jeux Olympiques, c'est aussi pour eux.
C'est pas que pour des athlètes. Et c'est aussi pour vous. C'est en sortant de cette salle, c'est qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que je peux faire demain dans le cadre des Jeux Olympiques. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va nous faire gagner les Jeux Olympiques. La médaille d'or, je dirais, de l'ambiance des Jeux Olympiques. Et c'est tout ce qu'on cherche. C'est cette ambiance, évidemment. On cherche à avoir beaucoup de médailles aussi quand même. Les Français, hein, pas les Britanniques. Je rigole. Mais évidemment, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est l'ambiance. Et par rapport au territoire, effectivement, s'il y a un territoire qui va sans doute sortir grandi de ces Jeux Olympiques, c'est les 9 villes de pleine commune, en particulier Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers et puis d'autres villes, avec tous les aménagements urbains qui vont être faits. Le village des athlètes, j'en parlerai un petit peu après, mais c'est sûr qu'il va y avoir un impact très fort en termes de changement d'image. Enfin, on le souhaite, évidemment. Je ne rappellerai pas la finale de la Champions League au Stade de France, hein, évidemment. Mais en 20 ans, il ne s'est rien passé quand même au Stade de France. Hein. Il suffit d'une fois pour tout balayer. Mais évidemment, c'est un territoire il va y avoir véritablement, je pense, un avant et un après. Moi, dans tous mes annonces de recrutement, je mets en première ligne territoire d'accueil des Jeux Olympiques, quoi, hein, parce que je sais que c'est une force d'attractivité importante et que de participer à cet événement, déjà on est content aussi, il faut le dire, hein, d'accueillir un tel événement. C'est une expérience, je pense, inoubliable d'après ce qu'on comprend. Donc on est vraiment content d'accueillir ces Jeux et on a hâte de rentrer d'accueillir les athlètes et de rentrer dans cette magie liée au sport. Merci Régis, merci à tous les trois. Alors, je me retourne vers Laïa. Peut-être quelques recommandations par rapport à nos interlocuteurs parisiens, aussi aux Niçois, puis à celles et ceux qui sont dans la salle, qui viennent des différentes régions françaises. Qu'est-ce que vous nous recommandez, en fait, Laïa? C'est quoi vos messages? Mon conseil principal se résume à une seule chose. C'est le temps d'être audacieux. N'ayez pas peur de mettre la ville à l'envers. Et aussi ingénieux avec le budget. Non? Parce que, par exemple, nous, on a utilisé le budget de marketing pour faire des événements culturels. Il y avait un budget que c'était pour mettre des drapeaux sur la ville. Et on a dit non, on ne va pas mettre des drapeaux. On va faire strap. C'est une meilleure manière de rendre la ville dynamiser la ville. Alors, être ingénieux. Et travailler ensemble. Non? Vous avez des collaborations. Maintenant, c'est le moment de travailler ensemble. C'est une date. Les Jeux, ils ne vont pas bouger. La date des Jeux, on ne va pas pouvoir la repousser. Alors, il faut travailler ensemble pour faire un succès des Jeux. Merci Laïa. Alors je retiens de l'audace, toujours de l'audace. Finalement, moins de pub et plus de contenu. Oui, et puis together, tous ensemble. Merci beaucoup Laïa. Merci pour cette intervention aussi en français. Je crois qu'on peut vraiment la remercier. Merci. Et on va avoir le plaisir maintenant d'écouter Pierre-Yves Berenguet. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Normalement, votre présentation va s'afficher à l'écran. Merci Vincent. Alors, pour passer, c'est à droite. Ok, merci. Oui, alors, Paris 2024, déjà quelques chiffres qu'il est bon de rappeler. C'est un budget de 3,9 milliards, 97% de financement privé. Et ce financement provient un tiers du CIO, un tiers des partenariats nationaux et un tiers du ticketing. Ça représente à peu près 150 000 emplois créés de 2019 à 2024. Et si on associe la Solideo, qui est la société qui est en charge de la construction et de la livraison des architectures et des édifices pérennes, cela représente à peu près 5 milliards de budget en termes de marché. Voilà, donc je vais me concentrer sur le programme de l'Olympiade culturelle, parce qu'effectivement,
vous nous l'avez rappelé, les Jeux olympiques et paralympiques, ce qui fait en fait la spécificité des Jeux, c'est le programme culturel, le programme éducatif, le programme d'héritage, le programme d'engagement qui différencie cette grande manifestation sportive internationale de toutes les autres, puisque 3-4 ans avant les Jeux, le comité d'organisation locale est en charge de développer des programmes éducatifs et culturels et de laisser ces programmes en héritage. Donc nous y travaillons déjà depuis 2 ans. Au travers de grandes collaborations autour d'un label de l'Olympiade culturelle. Et c'est ce dont je vais vous parler un peu rapidement. Donc, l'Olympiade culturelle, c'est quoi? Il faut s'imaginer une capitale européenne de la culture à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire qu'il faut embarquer l'ensemble de l'écosystème culturel avec une programmation pluridisciplinaire, transdisciplinaire, et créer des passerelles, comme je le disais en réponse tout à l'heure, créer des passerelles avec le mouvement sportif dans son ensemble. Donc c'est un programme obligatoire du CIO et je dirais l'acmé de l'Olympiade culturelle qui a démarré en 2021 déjà avec 34 projets, c'est de créer ce grand festival artistique dont vous nous parliez pendant les Jeux et particulièrement pendant la phase qu'on appelle de célébration qui est elle-même divisée en 2 phases, le relais de la flamme, donc de fin avril 2024 au 26 juillet, jour de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et le festival artistique et culturel, qui ne manquera pas d'être audacieux, on va y travailler, qui donc se déroulera du 26 juillet au donc, date de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques au 8 septembre, date de clôture des Jeux Paralympiques. Donc, ce programme ne peut se faire que dans un esprit de collaboration, de coopération, de coproduction avec l'ensemble du réseau culturel national. Et on a une chance inouïe en France, puisque le réseau culturel est extrêmement riche, qu'on parle de scènes nationales, de festivals, de musées, d'initiatives foisonnantes partout sur les territoires. Et donc, on va s'appuyer sur ce tissu, ces professionnels, pour développer notre programme d'Olympiade culturelle. Donc, pour ce faire, on travaille avec nos parties prenantes, essentiellement, déjà depuis 2 ans. Donc, c'est l'État, la région Île-de-France, la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, évidemment, Plaine Commune et les villes du territoire de Seine-Saint-Denis. Et puis, la ville de Marseille, qui est représentante des collectivités hôtes. Et donc, sur leur fonds de droit commun, elles développent des projets en lien avec la stratégie culture de Paris 2024, qui, comme je le disais, travaille sur le lien entre l'art et le sport, unifier l'athlète et l'artiste, rapprocher les publics, puisque c'est éminemment stratégique de travailler sur ces nouveaux publics, aussi bien pour le mouvement sportif, de faire ce mouvement vers l'écosystème culturel, que pour l'écosystème culturel de faire ce pas en avant vers le mouvement sportif. Donc, on a un label qui est donc la propriété du CIO jusqu'à la fin 2024, que nous allons déployer sous 3 modes opératoires. Donc, les grandes collaborations, je viens de vous en parler. Donc, on travaille avec les plus grands musées, le Louvre, Orsay. On a impulsé déjà avec le Quai Branly dès 2021 des initiatives culturelles. Nous lançons ensuite 2 autres logiques, une logique d'appel à participation. Et donc, on rapproche le label Olympiade culturelle d'un autre label qui est développé par la direction de l'engagement qui s'appelle le label Terre de Jeux. Et donc, nous travaillons avec les 3000 collectivités territoriales et ambassades du label Terre de Jeux. Et nous allons lancer des grands appels à participation auprès de ces collectivités pour identifier des acteurs culturels, des projets que nous allons donc intégrer au grand programme de l'Olympiade culturelle. Et en parallèle, avec chacune de nos parties prenantes, nous travaillons à des appels à projets thématisés, territorialisés. Et donc, pour vous citer quelques exemples d'appels à projets, nous travaillons actuellement avec le département de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris et donc la direction de la culture à un appel à projets sur des résidences d'artistes en milieu sportif.
Donc on va impulser comme ça le rapprochement de ces deux mondes pour innover, pour tenter d'inventer des formes qui aujourd'hui n'existent pas. Donc 3 actes principaux. L'acte 1, je vous l'ai dit, donc c'était à peu près 17 conventionnements, 34 projets en 2021, notamment le Quai Branly avec une très belle expo, Ultime Combat, Nuit Blanche avec la ville de Paris. Voilà. L'acte 2, c'est donc de maintenant à 2024. Donc on va essayer de travailler autour de grands marqueurs en 22 et en 23, en lien avec nos parties prenantes, donc notamment la fête de la musique, la journée olympique du 23 juin, Nuit Blanche qui bascule en juin à partir de 2023, et notamment les journées européennes du patrimoine. Et donc on travaille à coloriser des grands temps forts et des grands marqueurs culturels qui existent déjà. On va les coloriser avec l'Olympiade culturelle. Donc on s'appuie aussi sur l'existant qu'on va essayer d'augmenter. Un peu comme on va essayer d'augmenter l'expérience visiteur des Jeux par la culture, par des propositions artistiques. Et puis l'acte 3, je vous en ai parlé, c'est le grand festival artistique qui donc démarrera en juin 2024 et se poursuivra jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. D'ores et déjà, c'est l'Olympiade culturelle en quelques chiffres, c'est 346 projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels à projets 2022. Donc des projets dans toute la France, puisqu'on a 334 villes déjà impliquées dans des projets en 2022, donc corrélés au label Terre de Jeux. Et je vous parlais de grands opérateurs tout à l'heure, les musées, les festivals, etc. Et nous avons déjà impulsé 43 grandes collaborations sous l'énergie de Dominique Hervieux qui nous a rejoint au 1er mars. Voilà, donc pour en citer quelques-uns, c'est le Louvre, c'est la Philharmonie, c'est l'Opéra. On va travailler avec chacun d'eux, à la fois dans les murs et hors les murs, à travailler sur des propositions XXL en 2024. Quelques exemples rapidement sur la région Île-de-France, donc toujours dans une logique de collaboration avec nos parties prenantes. Et là, je vais être très rapide, mais c'est déjà 300 projets reçus, 75 projets soutenus qui correspondent à 120 communes sur la région Île-de-France. Donc avec des propositions comme Rimbaud sur le ring, etc., mais qu'on aura l'occasion peut-être de redévelopper au travers d'un agenda culturel qui sera en ligne bientôt. Le département de Seine-Saint-Denis, avec le Bel Été solidaire et olympique qui démarre cet été, c'est déjà 62 projets dans 8 parcs du département. Donc l'Olympiade culturelle est déjà active sur les territoires de nos parties prenantes. Et pour la ville de Paris, c'est un été en forme olympique. Donc de la même façon, 70 projets déjà lauréats dans tous les arrondissements de la ville de Paris. Donc c'est Nuit Blanche, c'est le festival Forme Olympique, c'est avec le Carreau du Temple, le festival Jogging qui démarre en juillet, etc. Voilà donc pour notre ambition sur l'Olympiade culturelle. Pour conclure, j'évoquais ça tout à l'heure, on a pour ambition un peu 4 points cardinaux. C'est mettre en valeur bien sûr le patrimoine français, puisqu'on a une chance inouïe avec des lieux incroyables qui d'ailleurs servent pour la plupart à des sites de compétition. J'en citerai qu'un, mais Versailles pour les compétitions équestres. Vous imaginez le terrain de jeu que représente Versailles d'un point de vue culturel et artistique. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est s'appuyer sur le patrimoine, mais révéler énormément de jeunes talents, donc travailler sur la jeunesse, sur l'émergence, pour mettre en valeur l'innovation et la French touch de la créativité nationale. Mais on a pour ambition aussi, il faut rappeler que les Jeux, c'est 106 nations qui sont accueillies, et c'est donc bien sûr travailler avec les cultures du monde, et voir comment on peut créer des passerelles, notamment avec le réseau des ambassades et des alliances françaises à travers le monde, les Jeux de Tokyo, Pékin et Los Angeles, et donc voir comment on va créer des passerelles avec tous ces acteurs. Voilà, je vous remercie. Merci. Peut-être petite question avant que tu... Oui, on peut l'applaudir, en effet. Voilà, les personnes dans la salle qui veulent en savoir un petit peu plus, c'est sur le site qui était indiqué sur la diapositive. Comment on se tient au courant un petit peu de ces
différentes manifestations, c'est culture.paris2024.org. Oui, alors ça c'est une plateforme que nous avons créée pour les appels à projets, les appels à participation, mais il y aura énormément d'infos sur cette plateforme. Par ailleurs, on est en construction d'une page dédiée à l'Olympiade culturelle qui ressemblera plus à un agenda culturel. Et là, ce sera via paris2024.org. On pourra accéder donc à toute la programmation artistique. On a fait une conférence de presse de lancement de l'Olympiade culturelle lundi. Donc il y a un certain nombre d'articles qui sont en train d'être écrits et qui relaient ces infos. D'accord, mais je retiens paris2024.org. On trouvera au fur et à mesure un agenda qui permettra à tout un chacun de voir un petit peu ce qui se passe, soit près de chez soi, soit un petit peu plus loin pour aller découvrir d'autres lieux. Merci beaucoup. On va maintenant peut-être enchaîner et j'ai le plaisir d'accueillir donc Laurence Castagny. Donc on va avoir une vidéo. Je me tourne vers la régie. Laurence Castagny, pouvez-vous nous donner des nouvelles de l'avancement de la rénovation du site de Paris du musée de la Marine? Parce que on voit les travaux, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis surtout, comment vous comptez sur les JO pour doper votre visibilité, votre attractivité et fidéliser vos publics? Je rappelle que le musée de la Marine a plusieurs sites en France. Absolument. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à nouveau. Donc le Musée national de la Marine que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. On va vous passer un petit film si ça marche. Pour mémoire, c'est un musée qui à Paris est situé dans le... voilà, je vais voir après la présentation. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes en train de réinventer le Musée national de la Marine. Le Musée national de la Marine, à Paris, il est situé au Trocadéro, dans le Palais de Chaillot. Il est fermé depuis fin 2017, en travaux depuis janvier 2020. Et il réouvrira à l'automne 2023, donc quelques mois avant les Jeux Olympiques. Pour mémoire, c'est un des 3 musées qui dépendent du ministère des Armées et non pas du ministère de la Culture, comme le musée de l'armée et le musée de l'art et de l'espace. Juste quelques informations. En fait, l'architecture, la nouvelle architecture a été confiée à H2O, qui est une agence française, et la nouvelle scénographie à une agence britannique, puisqu'il s'agit de Cassenman. Tout ça pour vous dire que ce musée sur le site de Paris est en train d'être complètement réinventé. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse tout particulièrement dans le cadre des Jeux Olympiques? Alors, la première raison, ce serait que le musée de la Marine est connu pour être un musée de l'histoire maritime et navale. C'est vraiment le cœur de ses collections, le cœur de son histoire, qui a débuté en 1748 au Louvre par les salles de marine. Donc on est près de 300 ans après. Et
on est en train de réinventer ce musée pour le faire passer d'un musée d'histoire navale et maritime, qui constitue toujours le cœur du projet du musée, à un forum autour des enjeux maritimes contemporains. Je vous parle de questions d'écologie, de préservation de l'environnement, d'enjeux stratégiques, d'acidification de l'océan, de biotechnologie marine, etc., etc. Ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous dans les Jeux Olympiques, c'est aussi de passer ce message d'une France pays maritime à travers, nous on va mettre l'accent sur les JO nautiques, les sports nautiques. L'important, c'est l'opportunité pour nous de faire passer le message au public, national et international, que la France est le 2e pays maritime mondial, puisqu'on a la 2e zone économique exclusive, la plus grande du monde, juste derrière les États-Unis, le 4e massif corallien, les plus grands fonds marins. C'est faire passer ce message aux Français que la France est un pays maritime, a un véritable enjeu en termes d'histoire, d'océan et de culture. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et pour ça, mettre en avant les sports nautiques des Jeux Olympiques, qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus visibles, après l'athlétisme ou des grands sports. Or, il se trouve qu'en plus, la France a d'excellents athlètes sur ces disciplines-là, qu'on parle de surf, de planche à voile, de voile, de canoë-kayak. Ça, c'est notre premier enjeu. Notre second enjeu sur les Jeux Olympiques, c'est de jouer la carte du territoire. On en parlait avec Pierre-Yves, puisque le musée de la Marine, c'est le site de Paris, mais c'est aussi le château de Brest, la citadelle de Port-Louis, 2 sites à Rochefort avec l'hôtel de Cheusse et l'ancienne école de médecine navale, et un musée à Toulon, juste à côté de l'Arsenal. Donc, notre projet, c'est de décliner une programmation autour des Jeux Olympiques et des sports nautiques sur l'ensemble de notre réseau. Alors, on a un projet d'exposition à Brest, centré sur la voile légère, les dériveurs et la planche à voile, puisque Brest est une terre d'excellence avec la formation de nombreux champions. De faire une exposition à Port-Louis sur Virginie Heriot, qui a remporté la médaille olympique d'or en voile aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Je ne vous cache pas aussi que le fait de mettre en avant une femme sportive, c'était important pour nous. Et ça nous permettra aussi, on parlait de patrimonialisation, de montrer son bateau de l'époque qui s'appelle l'L6, qu'on pourra montrer au pied de la citadelle. Et à Rochefort et à Toulon, d'avoir une programmation axée d'une part sur la forme olympique, toute la préparation, parce que finalement la préparation d'un navigateur, d'un skipper pour une grande course, ou la préparation d'un sportif, c'est très très proche, et un autre axe sur la marine, marine des champions, puisque un grand nombre de sportifs olympiques sont aussi des militaires. Donc ça nous permet aussi de mettre ça en avant. Sur Paris, la problématique est un peu différente puisque le site est vraiment central dans le dispositif des Jeux Olympiques, au Trocadéro. Donc là, notre problématique, elle était un peu différente. C'était comment faire venir une partie du public des Jeux Olympiques au musée de la Marine, bien sûr, mais aussi sur le pôle qui s'était constitué il y a un peu plus d'un an maintenant, des 11 acteurs culturels de la colline, puisqu'on s'est groupé en associations, donc avec le Musée de l'Homme, le Théâtre de Chaillot, la Cité de l'Architecture, le Théâtre des Champs-Élysées, le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, le Palais de Tokyo, le Musée Guimet, etc. Enfin bref, on est 11 et on essaye on parlait de dépasser la concurrence tout à l'heure, Laïa, on essaie de se concerter pour proposer au public non plus de venir à l'un ou à l'autre, mais de passer de l'un à l'autre, de créer des passerelles et d'encourager à ce parcours-là. Donc on a un enjeu de ce point de vue, et c'est pour ça qu'on compte effectivement sur les JO pour booster notre attractivité, et en parallèle proposer au musée lui-même une programmation exceptionnelle,
Alors, pas forcément une exposition qui serait matériellement pas forcément facile à organiser avec les nombreux inconnus qu'on a aujourd'hui, notamment en termes d'aménagement du site, mais une programmation d'ateliers, de conférences, de concerts, de projections. Voilà, faire du musée de la Marine un lieu de vie et de résonance de ces Jeux Olympiques en lien avec nos partenaires. Pourquoi ça nous intéresse aussi, ces Jeux Olympiques, et pourquoi on y croit pour booster l'attractivité du musée, c'est qu'il y a une vraie communauté de valeurs entre les valeurs prônées par les Jeux Olympiques et le sport en général, et les valeurs du monde maritime. Parce qu'on parle de dépassement de soi, on parle d'excellence, on parle aussi de courage, de solidarité, d'esprit d'équipe. Voilà, on a une vraie communauté de valeurs sur laquelle il nous semble vraiment important de travailler et peut-être de travailler avec des artistes. Il y a enfin un dernier point qui est important pour le musée, c'est les Jeux Olympiques, les Paralympiques. En fait, il y a un axe très important de la réouverture du musée qu'on développe aujourd'hui dans les sites des littoraux et qui sera prégnant dans le site de Paris, c'est cette accessibilité universelle. C'est faire du musée une expérience pour tous, quel que soit votre âge, votre origine socio-professionnelle, que vous soyez porteur ou non de handicap, que vous soyez familier ou non du musée, que vous ayez un handicap moteur ou mental. Voilà, on s'ouvre à tous les publics. Que ce soit en termes de programmation, que ce soit en termes de signalétique, que ce soit en termes de circulation, d'architecture. Et du coup, ces Jeux paralympiques qui vont se dérouler à Paris et à proximité du musée nous semblent aussi une très très belle opportunité d'inclure ces publics-là aussi bien dans le domaine du sport que dans le domaine de la culture et les faire passer de l'un à l'autre. Je vous rappelle qu'un des derniers coureurs du Vendée Globe 2020 était un athlète paralympique, handicapé, avec un handicap moteur et que ça ne l'a pas empêché de faire une performance tout à fait remarquable. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on mise beaucoup sur les Jeux. On travaille déjà avec Pierre-Yves, on commence à discuter avec nos partenaires et on espère que cette grande manifestation nationale, parisienne, nationale et internationale nous permettra aussi de faire un relais pour cette réinvention du musée de la Marine avec l'ouverture du site de Chaillot qui aura eu lieu 9 mois à peine plus tôt. Et l'AIA, on essaiera de trouver une réponse à la hauteur du Nelson chapeauté, qui est un peu une provocation pour la France d'un point de vue maritime. Je pense qu'on va réfléchir à quelque chose qui soit à la hauteur de nos grandes figures et de nos savoir-faire. Merci à tous. Merci Laurent. Merci. Alors, Laurence, vous avez évoqué les liens avec Pierre-Yves Berenguet, justement, et les Olympiades culturelles. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous faites partie général de ces grandes Olympiades ou c'est encore en discussion? Comment ça se passe? Alors, ça fait un peu plus d'1 an qu'on discute avec Pierre-Yves. Il se trouve que les contraintes de réouverture du musée font que nous n'avons calé la programmation que, pour tout vous dire, la semaine dernière. Donc c'est extrêmement étonnant. On a partagé des projets, mais là ça y est, on est sûr qu'on va pouvoir les faire. Donc on va pouvoir rentrer dans le circuit j'espère, des labellisations et des collaborations. Pierre-Yves? Oui, il faut faire aussi avec les temps décalés entre l'organisation des Jeux, qui est une logistique très très lourde, et donc parfois nous on avance à un certain rythme et les dispositifs sont pas encore validés, etc. Donc on s'adapte tous en permanence. Oui, c'est l'esprit de collaboration, de coopération. On essaie finalement de construire des passerelles entre nous dans les contextes qui sont les nôtres. Merci. Puis j'ai l'impression qu'en effet, il va se passer des choses. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va se tourner. On va se tourner vers Régis. Coco, donc vous allez accueillir vous les JO à Pleine Commune.
entre autres, pas qu'à Plaine Commune. Comment finalement, on a vu que ça allait révéler l'attractivité du territoire et sa transformation, mais Plaine Commune, c'est aussi un lieu important en termes historiquement, de créativité artistique, de patrimoine culturel. Voilà, quel lien va se faire avec les JO Déjà, merci pour l'invitation. Alors, il faut juste rappeler que en 1998, quand le Stade de France arrive à Saint-Denis, la première fois où la France gagne la Coupe du Monde, c'est à Saint-Denis. C'est la période du Black Blamber sur Saint-Denis. Et pour le territoire, il y a eu comme une transformation, une prise en compte des habitants et une vraie reconnaissance des habitants dans le lien avec le sport et ce territoire. Et du coup, un fort ancrage sportif et un fort historique aussi en termes d'événements sportifs. Coupe du monde de rugby, le mondial de l'athlétisme, l'Euro 2016. Du coup, c'est un territoire déjà avec un lien fort avec le monde du sport. Et il s'avère qu'étonnamment, à 500 mètres du Stade de France, vous avez la basilique de cathédrale de Saint-Denis, des rois et reines de France, que vous avez bien sûr tous et toutes visité une fois dans votre vie. Mais ce lien entre ces deux temples, je vais dire un du sport, un du monde de l'histoire de France, où on voit toute l'histoire de France, il y a donc ce lien très fort entre sport et culture déjà sur ce territoire. S'ajoute à ça que c'est un territoire qui est labellisé Ville de Pays d'Art et d'Histoire, pour sa partie aussi patrimoine immatériel, pas que matériel, c'est-à-dire tous ces artistes en résidence qui sont sur le territoire et qui déjà œuvrent pour faire de ce territoire un lieu artistique. Alors juste, on peut peut-être passer quelques... Ah, c'est moi qui passe directement, c'est ça? Alors j'appuie sur quoi? Sur ça peut-être, non? Il y a peut-être Ah oui, on m'a expliqué qu'il y avait un petit temps parce que c'est en PDF, c'est ça? Alors, non, ça marche pas. Ah, voilà, j'étais un peu vite, mince. Voilà, alors bon, voilà, Paris, Plaine Commune, c'est ce petit territoire dans le nord, là, avec les 9 villes de Plaine Commune. Je ne vais pas toutes les citer, mais évidemment, Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, les plus connus. Villetaneuse, l'île Saint-Denis, Stein, qui ne sont pas des territoires, évidemment, ultra touristiques, on va se le dire, comme Saint-Trope, Deauville, Marseille et compagnie. Mais nous accueillons quand même quelques touristes, 170 000 visiteurs à l'année pour la basilique de Saint-Denis, avant Covid. Et puis évidemment tous les événements au Stade de France. Donc ça, c'est notre carte qu'on diffuse à l'Office de tourisme avec les lieux à visiter du territoire. Et ce qui est à noter, c'est cette petite colonne vertébrale, si j'ose dire, en rouge, là, ici. Il n'y a pas ça, là? Non, ça ne marche pas. Je ne vais pas faire Miss Météo, mais du coup, le canal Saint-Denis, entre la Villette et le Stade de France, il va être une colonne vertébrale importante pendant les Jeux, puisque la Villette va être le lieu du Club France, de la remise des médailles pour les athlètes, et évidemment le Stade de France et le Centre aquatique olympique qui vont être au bout de ce passage. Et puis un petit peu sur la gauche, alors vous voyez l'île Saint-Denis, c'est le lieu du village des athlètes. Du coup, c'est évidemment là où il va y avoir beaucoup d'animation. Alors, je parlais de l'Euro 2016. Pendant l'Euro 2016, on avait la ville de Saint-Denis, en fait, s'est dit, donc cette compétition de foot européenne, enfin internationale, mais européenne surtout, s'est dit, mais comment on laisse une trace le lendemain d'une finale au Stade de France? En fait, il s'avère que le lendemain d'une finale au Stade de France, il y a la belle une de l'équipe, et en fait, il n'y a plus rien qui reste sur le territoire, si ce n'est éventuellement quelques déchets. Mais autrement, il ne reste plus quelques belles photos. Alors du coup, la ville de Saint-Denis s'est dit, on va développer un projet d'art urbain le long du canal Saint-Denis qui s'appelle la Street Art Avenue et ce sont des artistes de territoire qui ont graffé le long du canal, sur des murs, au sol, etc., pendant l'événement de l'Euro 2016 et ça a laissé des œuvres le long du canal. Et nous, on l'a transformé touristiquement derrière pour en faire un élément d'attractivité touristique et culturelle du territoire. Donc entre la Villette et le Stade de France. Voilà, donc il y a une trentaine d'artistes aujourd'hui. Là, on en est à la 6e édition. Et pour faire le lien, évidemment, avec les Jeux Olympiques, on a créé 2 œuvres. Alors, je les ai pas là, je suis navré parce qu'elles sont en pleine création, elles sont pas finies. Enfin, c'est pas vrai. Elles sont finies puisqu'on l'a fini pour la journée de l'Olympisme dimanche.
Mais là, j'ai pas eu le temps de prendre des photos pour être honnête. Bon, bref. Donc du coup, donc on a créé des œuvres déjà en lien avec les Jeux Olympiques. Et donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que c'est une carte qui a été créée pendant l'Euro 2016, et là, on voit la ville de Paris, et vous voyez cette petite excroissance dans le nord, là, et on voit bien le lien entre Paris et Saint-Denis, et on voit à quel point le sport peut faire éclater les contraintes administratives et faire éclater ce périphérique qui est surtout présent dans nos têtes, en tant que Parisiens ou Franciliens, qui n'est pas vraiment présent chez le touriste étranger d'ailleurs. Mais on voit à quel point le sport peut être un outil, et ces grands événements sportifs, on le disait tout à l'heure, mais pour casser aussi les cases, pour casser les frontières administratives et essayer d'aller plus loin. Donc voilà, ça c'est des œuvres de la Street Art Avenue. Ça, on a aussi, donc ça fait depuis 2016, donc ça fait maintenant 6 ans qu'on a cette Street Art Avenue, et ça va être un élément important dans le cadre des Olympiades culturelles, pas plus tard que cet après-midi. On travaille avec le COJO dans le bâtiment pour travailler justement ce lien Street Art Avenue, collectivité et 5 autres projets du territoire du 93. Donc ça y est, ça se met en route concrètement. Alors j'aime bien aussi cette carte parce qu'on dit que Notre-Dame c'est le centre de Paris. Eh bien pas vraiment, plus avec les Jeux Olympiques. Je m'excuse pour la ville de Paris, que Notre-Dame soit plus le centre de Paris. Mais il s'avère que le centre névralgique des Jeux Olympiques, ça va être Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, le village des athlètes, puisqu'il fallait placer un village pour que les athlètes aient le moins de distance à parcourir. Et il s'avère que le lieu de Saint-Denis, bon, c'est aussi parce qu'il y avait du foncier disponible quand même, il faut se le dire, mais en termes de centre concentrique, c'est intéressant à quel point on voit que le centre des Jeux Olympiques, ça va être Saint-Denis. Donc il y a un espèce de changement là de centre que je trouve assez passionnant. Bon, après, les Jeux Olympiques, ça pourrait redevenir à la normale. Notre-Dame restera sans doute le site le plus visité, pour assurer la mairie de Paris quand même. Alors, évidemment, quand on parle des Jeux Olympiques, on parle d'héritage, et ça, c'est sans doute ce que la collectivité pleine commune, et puis même dans la construction même de la candidature des Jeux Olympiques, c'est comment, en termes d'héritage, les Jeux Olympiques vont apporter, en termes notamment d'aménagement urbain. Et ça, on y tient beaucoup, les habitants y tiennent beaucoup. C'est pas qu'une fête, c'est pas que des médailles, c'est comment ce territoire va se transformer aussi d'un point de vue urbanistique concrètement. Donc du coup, vous avez évidemment des outils comme le centre aquatique olympique qui va devenir une piscine. Après, quand même, pour les habitants, ils vont réduire. Alors, c'est formidable, moi, je trouve, ce projet de centre aquatique olympique, parce qu'ils ont été obligés de l'adapter en termes de taille pendant les Jeux. Et après, il y aurait une réduction de la taille pour permettre que ce soit moins cher en termes de fonctionnement. Vous avez l'enfouissement des lignes de haute tension, des murs anti-bruit, des passerelles bus, des passerelles aussi sur la Seine qui vont être créées, des nouvelles gares. Bon, il y a les Jeux Olympiques sur notre territoire, puis il faut juste dire un mot du Grand Paris Express, qui va être un autre aussi outil formidable de développement du territoire. Donc c'est ces aménagements qui sont extrêmement importants en termes urbains, parce qu'on sait qu'après, ça va rester. Et c'est ça qu'on joue, c'est l'héritage en amont, en amont et surtout après des Jeux Olympiques sur le territoire. Donc voilà, on peut voir ça, c'est les Berges de Seine. Là, vous reconnaissez, je sais pas, la Cité du cinéma de Luc Besson. Et donc, bon, alors, c'est les Berges de Seine qui vont être réaménagées. On ne sait pas si ça va complètement faire ça, parce que vous savez, il y a des petits débats en termes de budget. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le budget, mais bon, c'est ce qu'on nous a vendu en tout cas. Donc, on n'oublie pas les photos. Voilà, donc c'est vrai que quand vous connaissez les Berges de Seine dans ce coin-là aujourd'hui, vous vous dites waouh, quoi, ça, en termes de, il faut investir. Il ne faut pas tarder, parce qu'il faut y aller là. Là, voilà le fameux village des athlètes sur l'île Saint-Denis, en tout cas. Donc, on voit la belle construction que ça va être, et c'est déjà bien avancé. Ça, c'est la fameuse passerelle qui aura lieu du franchissement Pleyel, qui permettra aux habitants d'aller au métro, au RER en 10 minutes au lieu de 40 minutes, 30 minutes. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Le centre aquatique et olympique à côté du Stade de France, avec la construction d'une passerelle entre les deux, au-dessus de l'autoroute 1. Donc là aussi, on est dans une forme de transformation du territoire. Et ce qui est assez remarquable aussi dans ce projet, c'est qu'autant le Stade de France, il a fallu le construire très rapidement, parce qu'on a eu la Coupe du Monde. Ah mince, on n'a pas de stade, donc il faut le construire rapidement. Donc il a été imposé comme ça, il est arrivé un peu
C'est un stade qui n'est pas vraiment intégré à son territoire. On travaille depuis des années à ce lien entre centre-ville de Saint-Denis et Stade de France. Il s'avère que les gens, quand ils viennent voir un match, ils vont voir le match et ils rentrent chez eux, ils boivent une petite bière, mais ils rentrent chez eux. Et là, ce qui est intéressant avec le centre aquatique olympique et ce réaménagement qui va être fait autour du Stade de France, c'est que ça va être un vrai lieu de vie. Et ça devrait permettre de, ça va pas être des, enfin ça va être des grandes avenues, mais pas que. Il y a de l'aménagement aussi en termes d'arbres, de bancs, etc. Donc on est dans une autre logique qu'en 98, et ça, je trouve que c'est aussi une grande force en termes d'aménagement urbain. Alors, on a, pour les Jeux Olympiques, je me dépêche parce que ça fait déjà 10 minutes. Je vous invite tous à vous rendre à la maison du projet de la Solideo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est-à-dire que c'est l'outil mis en place par la France pour construire tous les aménagements qui vont être en lien et le centre aquatique olympique et le village des athlètes. C'est eux qui sont le maître d'ouvrage de ces grands bâtiments. Et donc, du coup, pour animer ça, la Solideo a confié à l'Office de tourisme de Plaine Commune beaucoup d'animations en lien avec cette maison du projet pour présenter le projet de la Solideo. Et donc, on a utilisé ce projet pour mettre en avant les forces culturelles du territoire, pour répondre à la question comment on peut mettre en avant ces richesses culturelles du territoire dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est déjà fait, puisque avec ce programme de la Solideo, on met en avant des acteurs culturels du territoire, donc des street artistes, des breakdancers, et un breakdancer qui est Mounir qui va être athlète pendant les Jeux Olympiques, qui va venir faire des démonstrations de breakdance dans ce village des athlètes. Il y a des visites théâtralisées. Moi, je fais même des running visites. Si vous voulez découvrir le village des athlètes en courant, on peut vous le faire. Il y a des ateliers pour enfants aussi autour de la thématique comme les énergies renouvelables, la géothermie et l'énergie photovoltaïque. Des ateliers aussi pour les adultes, etc. Tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire savoir, à en profiter. On a aussi des visites guidées plus classiques, pour ceux qui ne courent pas, des visites guidées plus classiques le samedi matin qui sont complètement gratuites. Et puis enfin, pour relier ce territoire, il a fallu, en termes de marketing aussi, se dire qui on est et proposer en amont des Jeux, parce qu'on sait que c'est maintenant que les touristes commencent à nous regarder à l'international. On s'est dit il faut absolument qu'on crée un guide touristique et on s'est appuyé sur le Routard pour créer cette marque Grand Paris Nord alors c'est marqué de la Villette à Saint-Denis. Ça fait partie d'une stratégie, effectivement, complètement de développer ce canal Saint-Denis, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà, donc il faut acheter ce guide si vous voulez mieux connaître le territoire. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir pour les animations dans le village des athlètes. Merci beaucoup, Régis. On peut vous applaudir. C'est vrai qu'on a eu l'occasion régulièrement au CITEM dans les conférences de montrer ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. C'est quand même un grand lieu de vitalité culturelle, à la fois dans les murs et hors murs. Et je pense qu'en effet, vous avez eu raison d'insister sur la dimension patrimoine qui va être laissée par les JO et qui va permettre à la fois de donner de l'accessibilité au territoire, complètement différente, à la fois pour les habitants, mais également pour les franciliens et les internationaux. Et je pense qu'en effet, en termes de cette vitalité culturelle, va certainement apparaître de manière très très forte dans l'esprit du grand public et, j'ai envie de dire, des visiteurs internationaux. Donc c'est vrai qu'il y a de belles années devant vous. Merci de cette présentation. Alors on a quelques minutes pour les questions. Si vous souhaitez poser une question, levez la main. Je me porterai à votre devant. Faites une question courte et puis précisez un petit peu à qui elle s'adresse. Voilà, nous avons quelques minutes devant nous. Do you have any questions for... Non, ils ont été très clairs. Vous êtes tous enthousiasmés? Oui, monsieur.
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, moi je le prends tous les jours, hein, le canal Saint-Denis en vélo. Il y a encore une zone, on va dire, qui est encore pas complètement aménagée. Il faut qu'en 2024, c'est sûr qu'en 2024, le canal Saint-Denis sera fini de réaménager. Premier point. Deuxième point, on n'oublie pas que le canal Saint-Denis, historiquement, c'est Napoléon qui l'a créé pour faire du transport fluvial. Pour désengorger la Seine et pour relier directement Bastille jusqu'à la confluence, c'est-à-dire vous avez la carte hein, avec de la Seine hein, et tous ses méandres. Et donc du coup, il y aura toujours un lien avec les transports fluviaux et vous trouverez toujours des entreprises. Par exemple, là, il y a une entreprise de carrosserie enfin, de carrosserie de fer, de recyclage de fer, et ils transportent voilà. Donc il y aura toujours cet esprit de lien entre eux. On ne sera pas comme complètement dans le canal de l'Ourcq, qu'on est dans un canal peut-être bucolique. Voilà. Donc je pense que ça va garder cet esprit. D'une part parce qu'il y a des entreprises et qu'on peut pas comme ça les faire partir sous prétexte qu'on veut faire un lieu bucolique. Hein. Il y a comment dire, quelque chose d'économique évident. Par contre, donc fin de l'aménagement, il y aura toujours cet état d'esprit. Et par contre, c'est sûr que c'est ce qu'on cherche à développer, c'est aussi de plus en plus de bars, de restaurants pour développer une vie autour de ce canal. Et si on arrivera à développer une vie, si les habitants arrivent à s'approprier ce canal, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites dans ce cadre-là régulièrement, mais il y a encore beaucoup de progrès. Heureusement que tout n'est pas fini pour les Jeux Olympiques, hein, c'est ça qui booste. Hein. Heureusement que les Jeux Olympiques sont là pour donner une deadline aussi. Hein, ça booste les collectivités, ça booste tout le monde. Il n'y a pas le choix, il faut qu'en 2024 ce soit fait, boum, terminé. Hein. Et pour répondre à votre question aussi sur le canal de l'Ourcq, c'est pas mon territoire donc je m'en fous. Non, je déconne. C'est pas vrai. Non, mais je vais d'abord prioriser le canal Saint-Denis parce qu'il y a aussi un effet de rattrapage. Je sens que le canal de l'Ourcq, il y a eu un fort développement. Les collectivités se sont rendues compte plus en amont aussi hein, de l'importance du canal de l'Ourcq. Il y a l'été du canal qui existe, qui est mis en place par Seine-Saint-Denis Tourisme, quand même, qui relie les deux et qui crée beaucoup d'animations le long du canal de l'Ourcq et maintenant qui intègre le canal Saint-Denis. Et puis il y a la mairie de Paris aussi qui participe à cette opération. Donc du coup, oui, je vais répondre oui à votre question et c'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup d'animations qui relient Canal de l'Ourcq et Canal Saint-Denis. Et on voudrait, là, je vous ai beaucoup parlé de la Villette jusqu'au Stade de France, mais on voudrait aller plus loin, c'est-à-dire du Stade de France jusqu'à la Confluence. Et quand on voit la diapositive où on voit la cérémonie d'ouverture qui va être faite sur la Seine, l'idée, c'est de continuer ce lien Jeux Olympiques et l'eau. Et d'aller jusqu'à la Confluence pour rejoindre la Seine, ce qui nous permettrait d'englober la ville de Saint-Ouen, la ville de Saint-Denis et le village des athlètes. Merci Régis. Petite question à peut-être nos trois intervenants. Laïa, j'en ai une autre pour tout à l'heure. On a beaucoup parlé de collaboration. On va accueillir le monde. Est-ce que vous avez des collaborations internationales sous l'angle culturel pour justement faire rayonner des artistes, des institutions culturelles étrangères pendant cette période à Paris, en Île-de-France et en France? Oui, alors comme je le précisais tout à l'heure, on est en cours de développement de cette coopération internationale, notamment par le biais des ambassades et des alliances françaises un peu partout dans le monde. On a identifié un certain nombre de compagnies qui ont déjà travaillé également à de grandes collaborations internationales. Je ne citerai pas les noms parce que les choses sont engagées mais pas finalisées. Et puis, on a un projet aussi de grands concerts avec comme projet d'inviter des grandes stars de chaque continent pour faire un très grand concert. Et on pense à cette collaboration-là, notamment avec le Festival Rock en Seine, qui donc soutiendrait cette initiative. Voilà, donc les idées ne manquent pas. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on va créer des passerelles avec les autres comités d'organisation des Jeux pour avoir un relais, non pas de la flamme, ou en tout cas d'une flamme culturelle entre Tokyo, Pékin, Paris, Los Angeles, etc. Donc on va travailler aussi sur cette dynamique. Merci Pierre-Yves. Laurence? Alors sur la dimension internationale, il y a un point qui est très important, mais qui est déjà dans les JO 2024 pour le musée, c'est la dimension dom-tom, les territoires d'outre-mer, puisque les épreuves de surf auront lieu en Polynésie.
Donc ça nous intéresse en particulier. Et donc on travaille à développer des collaborations d'abord avec nos dom-toms. Dans un premier temps. Ensuite, le musée fait partie de deux opérations, deux réseaux internationaux. Le premier s'appelle l'ICMM, qui est que je ne me trompe pas, le Congrès international des musées maritimes. Donc, qui réunit plusieurs centaines de musées maritimes dans le monde. Donc la prochaine assemblée est là, je crois, dans quelques semaines. Donc il est probable que notre directeur mettra en avant cette programmation. Et le musée, c'est un autre axe de développement pour nous qui est possible aussi, fait partie a proposé une charte du patrimoine maritime qui a été signée donc, il y a quelques jours, c'était lundi dernier à Lisbonne sur cet événement des Nations Unies autour des océans et de la protection de l'environnement. Donc je pense que c'est aussi une dimension importante. Et puis Régis en parlait aussi de cette protection de l'environnement, des ateliers sur les énergies renouvelables, etc. etc. C'est aussi un axe important pour nous, puisqu'on parlait, c'est Leïla qui rappelait au départ les trois piliers. L'éducation en fait partie, cette transmission-là, cette préparation de l'avenir et cette transmission aux jeunes générations peut être un levier vraiment intéressant. Merci, Régis. C'est quoi les Pardon. Ah là, oui, l'accueil international, pardon. Alors oui, déjà dans les artistes de la Street Art Avenue, il y a des artistes internationaux qui sont venus, allemands et britanniques et américains. Saint-Denis, pleine commune, est candidate pour être capitale culturelle de la culture en 2028. Autre gros projet important pour le territoire. Et donc, du coup, on travaille de plus en plus les liens avec les Européens pour créer des liens avec des artistes européens, des coopérations. D'accord, merci. Je me tourne vers le public. Une question? Ah, Laïa, allez-y, Laïa. Notre expérience de collaboration internationale, ça a été à deux niveaux. D'une partie, la programmation était très internationale. Il y avait des artistes, et ça c'était Ruth Mackenzie, la directrice, qui a voulu que la programmation y avait représenté toutes les nations qui participaient aux Jeux olympiques. Alors, on avait des artistes de toutes ces nations. Et d'une autre partie, on a fait une collaboration avec Rio de Janeiro, qui était la prochaine ville. On a invité 40 artistes à habiter à Londres pendant 4 semaines et on l'appelait Rio Occupations. So, ils ont occupé la ville pendant un mois et on a fait des échanges avec des collaborations que maintenant, 10 ans plus tard, ils sont encore vivantes et il y a des artistes qui travaillent ensemble. Merci Laïa et désolé. Peut-être un mot pour conclure. Chacun d'entre vous en une phrase. Je démarrerai par Régis. Qu'est-ce que l'audience doit retenir de votre intervention en une phrase? Ah bah oui. Je savais que Régis, vous seriez... Non, que je trouve admirable dans cette candidature des Jeux Olympiques, c'est qu'en fait, on n'invente pas tout. On utilise l'existant et on va le mettre en avant de façon plus importante. Et ça, c'est la grande intelligence des Jeux, je trouve. C'est de mettre en avant déjà l'existant et c'est ce qu'on cherche tous en tant qu'acteurs aussi, c'est de mettre en avant nos territoires et nos activités. Merci. Moi, je dirais, allez-y, Paris. Les 2 dernières années sont les plus importantes parce que tout le monde, la deadline, ça vient comme ça. Alors, allez-y et vous allez réussir, bien sûr. Okay, je me lance. Les Jeux Olympiques, finalement, l'enjeu, c'est un peu cet océan, c'est d'y aller tous ensemble. Au-delà des clivages, on sait tous la situation actuelle, mais au-delà des clivages, des concurrences, etc., c'est un moment de réunion, que ce soit dans le sport, que ce soit pour l'environnement, que ce soit sur justement cet océan et cette histoire qui nous unit. C'est plutôt le trait d'union pour moi. Entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour prendre un angle complémentaire et pas répéter les choses, je dirais que pour nous,
il y a un challenge qui est énorme parce que la pression est audacieuse aussi. On réfléchit dans tous nos programmes à bien sûr engager, c'est indispensable, célébrer, ça va être une fête incroyable, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on laisse derrière, qu'est-ce qu'on va laisser après en héritage. Et je dirais que tout Paris 2024 est vraiment engagé dans cette démarche au quotidien et je peux en témoigner. On n'a pas envie de faire des jeux comme des jeux qui se sont déjà passés, on a envie d'innover, mais on a envie aussi de laisser en héritage aux habitants, au territoire, des éléments importants. Donc il y a l'héritage matériel, on en a évoqué certaines dimensions, mais il y a surtout, je crois, l'héritage immatériel aussi. Notamment, je parlais de modes opératoires entre des secteurs qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble, qu'on parle du champ social, du champ sportif, du champ culturel. Voilà, nous, on travaille à rapprocher ces mondes et on aimerait vraiment laisser aux habitants et au territoire un héritage magnifique. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci à l'équipe du CITEM qui m'a accompagné à préparer cette conférence, y compris sous l'aspect technique. Merci à nos techniciens et merci à Patricia et Cécile, tout particulièrement du CITEM, j'y arrive. Profitez bien du salon. La prochaine conférence portera sur Dubaï dans quelques minutes. Welcome. Merci à vous.